واحبار الشادو وينو وناقي واحبار الشادو وينو وناقي ولا ليالو ودا أقادا وهي تعلينتا ودد توسن وهي تعلينتا ودد توسن. Chers candidats, chères candidates, salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle séance de cours télévisés. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un chapitre parmi les chapitres du programme de la Terminale S qui est de la diversification à l'évolution de la biodiversité. Alors avant de commencer le chapitre proprement dit, nous allons essayer de revoir ensemble quelques mécanismes de diversification que vous avez vus dans les parties ou les chapitres précédents. Alors il s'agit des mécanismes qui, pour certains, entraînent des modifications du génome. Il s'agit de mutations génétiques, des brassages génétiques qui interviennent lors de la reproduction sexuée, des duplications des gènes à l'origine des familles multigéniques, le transfert horizontal de gènes et l'hybridation suivie de la polyploïdisation. Donc tous ces mécanismes entraînent des modifications du génome et donc par conséquent une diversification de la population. Alors il existe également une autre catégorie de mécanismes de diversification mais qui cette fois-ci n'affectent pas le génome, c'est-à-dire ils ne touchent pas l'ADN. Ces mécanismes sont la transmission de comportement et la symbiose. Ce sont deux mécanismes qui n'entraînent pas, donc je répète, une modification du génome de l'individu. Alors quelles conséquences ont ces mécanismes sur la population? En fait, tout simplement, ils entraînent une diversification de la population ou d'une population. Alors quels sont alors les mécanismes qui nous intéressent et qui sont responsables de l'évolution des populations au cours des générations? Alors il s'agit de deux types de mécanismes, ce sont des mécanismes évolutifs. C'est la dérive génétique, appelée aussi hasard, et la sélection naturelle. En fait, on va commencer par la dérive génétique, ou bien hasard. Ce mécanisme, en fait, c'est tout simplement, si on définit le hasard, est la variation aléatoire au hasard de la fréquence des allèles dans une population, mais au fil des générations. Alors, ce hasard, ou bien dérive génétique, intervient lors de la reproduction sexuée, comme vous le voyez ici, à l'écran. Et c'est au moment de la formation des gamètes qu'il intervient. Vous savez que lors de la méiose, les gamètes sont formés et qu'il y a une répartition aléatoire des allèles dans les gamètes. Et dans un deuxième temps, ces mêmes gamètes sont réunis au hasard lors de la fécondation. Ce qui fait qu'au cours du temps, les générations suivantes n'auront pas la même diversité génétique que donc la génération initiale. Le hasard également intervient lors de la migration d'un groupe à partir d'une population initiale, ce que vous voyez ici. Donc c'est en fait un groupe de migrants qui va quitter une population d'origine et qui va emporter avec lui qu'une seule partie du patrimoine génétique de la population initiale et de façon aléatoire. Ce qui fait que finalement, au cours des générations, la diversité génétique des populations va évoluer et donc sera modifiée. Donc voilà comment le hasard intervient justement dans l'évolution des populations. Alors pour illustrer ce qu'on vient de dire et pour montrer comment la dérive génétique intervient, nous avons ici sur le schéma une population d'origine. Alors si on considère que chaque couleur est gouvernée par un allèle, nous aurons alors 3 allèles rouges, 2 allèles verts, un allèle bleu et un allèle jaune. Et au cours du temps et sous l'effet de la dérive génétique, nous avons la mise en place d'une nouvelle population. Donc nous avons une nouvelle population qui se forme, constituée finalement de 2 allèles rouges au lieu de 3, comme tout à l'heure, de 3 allèles verts, un allèle bleu et 2 allèles jaunes. Alors, vous remarquez que finalement, la population finale possède
une diversité allélique, c'est-à-dire une diversité génétique finale, qui est différente de la diversité génétique initiale, c'est-à-dire de la population initiale. Voilà donc comment la dérive génétique entraîne une modification de la fréquence allélique ou bien de la diversité génétique d'une population. Alors il existe aussi des logiciels, comme un logiciel qui s'appelle évolution allélique, qui permet de simuler l'effet de la dérive génétique sur une population. Et là, vous avez derrière moi un écran de simulation qui présente l'évolution de la fréquence allélique d'une population au cours des générations. Alors cette simulation concerne tout simplement une population de 20 individus. Elle concerne donc une population de 20 individus sur une durée de 100 générations. Alors vous avez ici les variations de la fréquence d'un allèle sur 100 générations. Et vous remarquez que pour un effectif de 20, l'allèle a tendance à disparaître de la population. Et vous avez vu en classe, et fait en TP aussi, de simulation avec le logiciel, que si l'effectif d'une population est faible, la fréquence de l'allèle a tendance à baisser et l'allèle a tendance à disparaître de la population. Mais qu'en est-il si l'effectif de la population est grand? Alors ici, vous avez également une simulation, mais qui cette fois-ci concerne une population de 5000 individus. Alors c'est le même allèle et c'est la dérive génétique qui intervient aussi et on essaie de voir comment la fréquence de l'allèle va évoluer, mais pour une population de 5000 individus. Alors vous remarquez à l'écran que l'allèle a tendance à se maintenir dans la population. Alors pourquoi ceci? Parce que tout simplement, l'effectif de la population est important. Et c'est écrit en bas, donc comme vous le voyez, l'allèle a tendance à se fixer dans la population si l'effectif de celle-ci est grand. Et c'est très important. Donc voilà comment la dérive génétique, grâce à la simulation qu'on vient de voir et au schéma qu'on a vu précédemment, intervient et entraîne une modification de la diversité génétique des populations au cours du temps. Alors ce n'est pas le seul mécanisme qui est responsable de l'évolution d'une population. Donc il existe aussi la sélection naturelle qui est un autre mécanisme évolutif responsable des modifications de la diversité génétique d'une population au cours du temps. Alors qu'est-ce que c'est que la sélection naturelle? En fait, c'est tout simplement un phénomène par lequel un allèle favorable à la survie et à la production d'une espèce est préférentiellement transmis de génération en génération. Alors la sélection naturelle, c'est un phénomène qui favorise ou défavorise une espèce. Une mutation apparaît, donc un allèle apparaît. Cet allèle peut constituer un avantage sélectif aux individus qui le portent ou un désavantage sélectif. Les individus pour lesquels l'allèle est avantage arrivent à maturité sexuelle et arrivent à se reproduire correctement. Donc il y aura une bonne reproduction au sein de la population. Mais par contre, si l'allèle est un désavantage sélectif, dans ce cas c'est un handicap. Les individus arrivent difficilement à maturité sexuelle, c'est-à-dire en période de procréer, et alors il y aura des difficultés de reproduction. Si la reproduction est bonne, pour le premier cas, alors l'allèle se transmet de génération en génération. Dans le cas contraire, l'allèle donc se transmet difficilement. Donc il y a une mauvaise ou des difficultés, si vous voulez, de transmission de l'allèle à la descendance. Par conséquent, dans la population, la fréquence de l'allèle va augmenter dans le cas où il est favorable ou baisser dans le cas où il présente un handicap, c'est-à-dire un désavantage sélectif. Alors, pour illustrer ce processus de sélection naturelle, nous avons ici un exemple de sélection naturelle qui est la prédation. Alors ici, il s'agit de souris à abat-joue qui ici présentent deux phénotypes. Un phénotype clair, c'est-à-dire pelage clair, et un phénotype sombre, donc le pelage est noir. Et vous voyez à l'écran qu'au départ, la population initiale est constituée d'un mélange
de souris à abat-jour à pelage clair et à pelage sombre. Alors au cours des générations, sous l'action de la prédation du hibou à cornes, les individus ou les souris à abat-jour à pelage clair, le nombre de souris à abat-jour à pelage clair diminue. Au contraire, les souris à pelage sombre se reproduisent mieux et l'effectif de cette population augmente. Alors pour expliquer ce phénomène, vous remarquez que ces souris d'abord vivent sur des rochers qui sont sombres et des souris à pelage clair sur un rocher sombre sont plus visibles que des souris à pelage sombre sur les mêmes rochers. Donc le prédateur, ici le hibou à cornes, voit mieux et repère mieux les souris à pelage clair que les souris à pelage sombre. Ce qui fait que la prédation va s'exercer plus sur les souris à abat-jour à pelage clair que sur les autres. Donc ce qui fait que la prédation va entraîner une baisse de l'effectif de la population de souris à abat-jour à pelage clair au cours des générations. Alors il faut remarquer que chaque couleur du pelage est gouvernée par un allèle. La couleur claire du pelage des souris à abat-jour est gouvernée par un allèle et la couleur sombre est gouvernée par un autre allèle. Et donc, par conséquent, l'allèle responsable de la couleur claire est donc un désavantage sélectif pour les souris à pelage clair. Par contre, de l'autre côté, l'allèle responsable de la couleur sombre du pelage est un avantage sélectif aux souris à pelage sombre parce que ces souris arrivent à se camoufler mieux par rapport aux souris à pelage clair vis-à-vis du prédateur. Et c'est comme ça que la prédation s'exerce sur ces souris. Alors cet exemple illustre très bien le processus de sélection naturelle qui est donc un phénomène qui favorise certains individus d'une population par rapport à d'autres. Et ce sont en fait les mutations qui proposent et la sélection naturelle qui dispose. Et dans ce cas, c'est finalement la mutation qui a proposé l'allèle responsable de la couleur sombre qui finalement est devenu un avantage sélectif pour cette population. Et inversement, la mutation qui a proposé la couleur claire du pelage est tout simplement devenue un désavantage sélectif pour les souris à pelage clair. Alors voilà comment la sélection naturelle va entraîner une modification d'un phénotype initial d'une population de départ et au fil des générations entraîner l'apparition d'un nouveau phénotype, comme on appelle final, dans la population finale. Et donc ainsi, la sélection naturelle va faire évoluer la diversité génétique de l'espèce. La sélection naturelle et la dérive génétique entraînent donc, au cours des générations, l'évolution d'une population. Alors vous savez, l'ensemble d'individus ou de populations constitue une espèce. Et on va s'intéresser maintenant à la notion d'espèce et à ses limites. Alors nous savons qu'une espèce est définie comme étant un ensemble d'individus qui se ressemblent, mais aussi qui sont interféconds. Alors la question qu'on se pose, c'est est-ce que cette définition est suffisante? Est-ce que ces critères sont suffisants pour définir une espèce? Nous avons montré que cette notion possède ses propres limites. Voici un premier exemple concernant les critères morphologiques. Et cet exemple montre deux espèces, deux individus appartenant à deux espèces différentes. Vous avez une guêpe et une mouche. Et à première vue, ces deux individus appartenant à deux espèces différentes se ressemblent du point de vue morphologique. On voit donc sur l'abdomen les mêmes rayures, la même couleur aussi des rayures et critères de ressemblance. Alors ce critère de ressemblance, dans ce cas, est mis en cause. C'est-à-dire que c'est possible d'avoir des individus qui se ressemblent, mais qui n'appartiennent pas à la même espèce. Il existe également, toujours pour ce même critère morphologique, des individus appartenant à la même espèce, mais qui présentent une morphologie différente. Vous avez ici l'exemple d'escargot, et là vous en avez 4 qui appartiennent à la même espèce, mais qui présentent une coquille avec des rayures et de couleurs différentes. Donc cela aussi, encore une fois, montre les limites du critère morphologique.
Alors qu'en est-il aussi pour l'interfécondité, qui est le deuxième critère qui définit une espèce? Alors là également, on va voir à travers un exemple que ce n'est pas toujours l'interfécondité, même si c'est la plupart des cas, qui définit la notion d'espèce. Alors vous avez ici un âne et donc une jument, qui sont des individus n'appartenant pas à la même espèce, qui appartiennent bien sûr à deux espèces différentes, qui peuvent se reproduire. Donc cette reproduction aboutit à un individu stérile, ici le mulet. Là aussi, vous remarquez que le critère d'interfécondité possède également ses propres limites. Mais alors, comment définir la notion d'espèce? La notion d'espèce est définie selon deux critères. Donc un seul ne suffit pas, vous avez remarqué, donc il faut les deux. Alors ce premier critère indique qu'un individu appartient à une espèce s'il ressemble au type de l'espèce, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire un individu de référence, comme un individu qui serait placé au musée, c'est-à-dire la silhouette. C'est la définition typologique. Le deuxième critère, c'est le critère d'interfécondité. Et ce critère stipule que deux individus sont de la même espèce si ces deux individus peuvent se reproduire et surtout s'ils peuvent donner une descendance fertile. Voilà comment on peut définir la notion d'espèce. Alors la notion d'espèce, donc finalement, est définie donc, sur les deux critères et surtout, il faudrait donc aussi une descendance fertile. Alors au cours des générations, cette espèce évolue. Et elle évolue et soit cette espèce disparaît, soit à partir de cette espèce apparaissent de nouvelles espèces. C'est ce qu'on appelle la spéciation, que vous voyez derrière moi. Alors on va revoir cette notion de spéciation à travers un schéma de synthèse. Alors la spéciation, c'est le processus qui conduit à l'apparition de nouvelles espèces au cours de l'évolution. Comment apparaît une nouvelle espèce au cours du temps? En fait, c'est à partir d'une espèce initiale. Ici sur le schéma, l'espèce A. Cette espèce A est divisée en plusieurs espèces, ici en deux espèces, par des barrières géographiques ou comportementales. Des cours d'eau, des vallées, des montagnes ou des modifications de comportement. Les deux populations finalement séparées ne peuvent plus échanger il ne peut plus y avoir des échanges génétiques entre les deux populations. Donc l'échange génétique est finalement réduit ou nul. Ce qui fait qu'au cours du temps, donc ces deux populations, sous l'effet du hasard et de la sélection naturelle, vont subir donc des modifications. Et ces modifications vont entraîner un isolement reproductif et génétique. Les deux espèces ne peuvent plus finalement se reproduire. Ce qui finalement va aboutir, d'après la définition de l'espèce, puisqu'il n'y a plus de reproduction, à l'apparition de deux espèces. Alors ces deux espèces, comme vous l'avez remarqué, proviennent d'une même espèce de départ, sous l'effet du hasard et de la sélection naturelle, séparées par des barrières géographiques ou comportementales, qui ont conduit finalement à un isolement reproductif et génétique, et donc finalement à de nouvelles espèces. Alors, une espèce aussi disparaît si l'isolement reproductif est rompu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même si les espèces se reproduisent, elles ne peuvent plus finalement donner des espèces fertiles. Souvent, ce sont des hybrides infertiles, stériles, et c'est la fin de l'espèce. Soit si tous les individus qui composent cette espèce disparaissent. Dans ces deux cas, c'est la fin de l'espèce. Donc vous avez ici un exemple d'espèces ayant disparu, et c'est le thylacine qui finalement a disparu en 1936. En fait, il a été déclaré disparu en 1936 aux eaux de Hobart en Australie. Voilà comment en fait on peut arriver à la fin d'une espèce. Donc soit c'est l'isolement reproductif qui est rompu, soit c'est tous les individus de l'espèce qui disparaissent. Dans ces deux cas, c'est l'extinction de l'espèce. Voilà donc comment évoluent les espèces, une espèce au cours du temps.
Alors pour récapituler un peu tout ça, on va dire que la sélection naturelle et la dérive génétique sont deux mécanismes évolutifs responsables des modifications de la diversité génétique ou phénotypique d'une population au cours des générations. Ces mêmes mécanismes entraînent au fil des générations également l'évolution d'une espèce. Cette espèce, bien sûr, qui est définie par deux critères, les critères de ressemblance et les critères d'infécondité. Mais en précisant, les individus obtenus soient des individus fertiles, une génération fertile. Ces espèces aussi également évoluent au cours du temps. Soit l'espèce disparaît, soit c'est de nouvelles espèces qui apparaissent à partir de l'espèce initiale. C'est donc par le biais de la sélection naturelle et de la dérive génétique qu'au cours de l'évolution, qu'une espèce peut disparaître ou une espèce peut donner de nouvelles espèces. Alors voilà, notre séance, chers candidats, chères candidates, touche à sa fin. J'espère qu'on a été utile. Le cours que vous venez de suivre est tout simplement un complément de cours. Reste à vous de faire un peu plus d'efforts et de rechercher encore plus d'informations. Vous avez à votre disposition les livres, les cours et vous avez aussi Internet pour enrichir vos connaissances. Et je vous souhaite de bonnes révisions. Bangga